de la prospective, elle n'a pas pour objet de prédire l'avenir. Elle n'a pas pour objet non plus de le dévoiler, mais de nous aider à le construire, avec l'idée que l'avenir se construit. L'avenir n'est pas un déjà là qui est donné et qui marche inexorablement vers nous. Il est au lieu des possibles. Rêver, collaborer et se mettre en action pour un Sahel souhaitable à l'horizon 2040. Vous écoutez à présent le podcast Sahélien-Sahélienne 2040, porté par le campus de l'Agence française de développement. Ce podcast donne la parole à des personnalités inspirantes pour nous éclairer sur les enjeux de la région et décrypter ensemble le Sahel d'aujourd'hui et de demain grâce à la prospective positive. C'est parti, laissons place aux discussions. Bonjour, c'est Jean-Marc Pradel qui parle. Je suis de l'Agence française de développement et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être à Ouagadougou où je rencontre Kaït Yen. Bonjour Kaït. Bonjour Jean-Marc. Et on va parler de choses très intéressantes que vous faites au Burkina Faso. Vous avez 36 ans, vous êtes originaire de la région de Bobo-Dioulasso. Et vous avez fait des études de biochimie, et puis après, vous êtes passé dans l'école de ZIE, dont vous allez nous parler. Et puis maintenant, vous avez créé et vous dirigez une SARL très originale qui s'appelle FasoPro. On va parler de tout ça. Mais avant, je voudrais vous demander une chose. À quoi ressemble le Sahel souhaitable, votre Sahel souhaitable en 2040 ? Merci Jean-Marc. En effet, on est à Ouagadougou et je suis M. Kaït Yen. Franchement, d'ici 2040, mon premier souhait pour le Sahel, c'est que ce soit une région sécurisée. Une région sécurisée parce que vous êtes sans ignorer, aujourd'hui nous sommes sous la menace djihadiste dans tous les pays du Sahel. Et d'ici 2040, ce serait intéressant qu'on ne puisse plus parler de cette question-là. Et la deuxième chose que je souhaite pour 2040, que ce soit une région où l'autosuffisance alimentaire est atteinte. Et enfin, je voudrais qu'à l'horizon 2040, que le Sahel soit dirigé par des jeunes qui savent ce qu'ils veulent vraiment pour leur région. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est mon souhait pour le Sahel à l'horizon 2040. Oui, je trouve que c'est un très beau programme, en 3 points très clairs. Merci. On va embrayer sur votre activité qui, au fond, est une contribution aussi à ce souhait, à ce Sahel de 2040, pour différentes raisons d'ailleurs, qu'il soit dirigé par des jeunes ou en sécurité alimentaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez créé cette entreprise autour de quel phénomène biologique très particulier ? Alors, je vous rappelle que l'entreprise dont il est question, c'est FasoPro. Et FasoPro, c'est une entreprise qui fait la valorisation des insectes comestibles en général et de la chenille de karité en particulier. Et la chenille de karité, c'est un insecte consommé dans la région de l'ouest du Burkina, d'où je suis originaire d'ailleurs. Et ce sont des insectes qui sont consommés pendant une période de l'année, c'est-à-dire entre août et septembre. Donc c'est périodique. Et l'activité de collecte des chenilles est pratiquée par des femmes en zone rurale. Et moi j'ai grandi dans une zone rurale et je suis un des premiers à fréquenter l'école primaire de notre village. Et j'ai grandi en consommant des chenilles. J'ai grandi en voyant des femmes collecter des chenilles. Je ne savais pas du tout que ces chenilles étaient très riches. C'est pendant mes études de biochimie que j'ai découvert le potentiel nutritionnel de la chenille. Elle est très riche en protéines, plus de 60%. Et pas que seulement des protéines, elle contient aussi du fer, des sels minéraux et beaucoup d'acides gras essentiels, les oméga 3. Par la suite, j'ai fait des études de master à la Fondation 2 de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement basé à Ouaga. Et là, j'ai eu la chance en fait de faire partie de la promotion où
le directeur général à l'époque a eu l'intelligence d'insérer un programme sur l'entrepreneuriat. Parce que le marché, il a pris conscience que le marché de l'emploi devenait de plus en plus compliqué et que ce serait intéressant que les jeunes, déjà à la sortie de leurs études, puissent eux-mêmes monter des boîtes au lieu de chercher forcément du travail. Donc j'ai bénéficié de ce programme entrepreneurial-là et j'ai tout de suite découvert l'entrepreneuriat social. Et mon idée, c'était de se dire, bon, il fallait que je crée quelque chose, j'exploite les ressources disponibles dans ma région pour pouvoir créer une activité qui va pouvoir permettre, en tout cas, aux populations de ces zones rurales d'avoir une activité génératrice de revenus. Et c'est ainsi que l'idée de créer Faso Pro autour de la chenille de qualité était née. Et tout de suite après mes études en 2012, j'ai eu la chance d'intégrer l'incubateur de la Fondation Deux Yeux pour développer ce projet-là et créer la boîte, l'entreprise 2 années plus tard, en 2014. Donc voilà un peu le parcours de Faso Pro. Et alors, quelles ont été les premières étapes en fait de l'entreprise? Vous avez pu collecter et arriver à vendre? C'était peut-être pas très facile? Alors, effectivement, pour le démarrage, déjà les 2 années passées à l'incubateur, c'était justement pour voir comment est-ce qu'il fallait structurer la collecte des chenilles, parce qu'elle se fait dans la nature pendant une période donnée de l'année, entre août et septembre, où il pleut beaucoup. Donc, il fallait déjà mettre en place un réseau de collecte bien structuré pour avoir des matières premières de qualité. Et la deuxième chose qu'il fallait faire, c'était de tester la faisabilité, faire des prototypes de produits. Et quel type de produit il fallait mettre sur le marché, étant donné justement que les chenilles ne sont pas connues de tous et que nous avions l'ambition de commercialiser nos chenilles un peu partout dans le pays. Et donc, nous avons fait des prototypes. On a par exemple essayé des chenilles en conserve. On a essayé de la poudre de chenille pour assaisonner les plats, des biscuits de chenille, des chenilles déjà pré-cuites, assaisonnées, croustillantes, un peu comme des chips, voilà, qui est devenu même plus tard le produit phare. Et donc, ce travail-là que nous avons fait d'abord en amont, et on a essayé aussi de tester la commercialisation, comment est-ce qu'il fallait distribuer. Et c'est tout ce travail-là qui nous a amené justement à la création de l'entreprise en 2014 parce qu'on a pu valider tous ces points-là pendant la phase d'incubation. Et c'est vrai aussi que cette phase d'étude-là est très différente de la réalité parce qu'une fois l'entreprise créée, il fallait effectivement aller vendre. Les autres tests qu'on a fait, c'était des intentions. Et désolé, mais en Afrique, on n'est pas très honnête. Demandez à quelqu'un combien il est prêt pour payer. Je vous assure qu'il vous dira, quand vous aurez le produit en vrai, il vous dira 5 fois moins ce prix-là. Il voulait juste vous faire plaisir et puis c'est tout, quoi. On n'est pas assez honnête quand même sur les études, voilà, sur les questionnaires de ce genre-là. Donc il fallait affronter la réalité. Et la réalité, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les propriétaires des points de vente qui sont les alimentations, les boutiques. Et là, c'était la galère. La plupart du temps, ce sont des gérants d'alimentation qui n'aiment pas la chenille et qui ne connaissaient pas, qui n'en consomment pas. Donc, il fallait leur, en tout cas, essayer de les convaincre de vendre ce produit-là. Et le seul moyen qu'on pouvait utiliser, en tout cas pour eux les convaincre, c'est de montrer qu'il y a un marché, que la demande est là. Donc, on a eu pas mal d'astuces qu'on a utilisées. Et un de ces astuces, c'était par exemple de comploter avec des amis. Ils aillent dans l'alimentation demander à chaque fois après le produit, par exemple. Et donc, quand ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui viennent demander comme ça, et vous repassez quelques temps après, les mêmes qui avaient dit non, ils vont dire bon, déposer des échantillons, on va essayer. Et c'est comme ça qu'on a pu passer, par exemple, de 20 alimentations au démarrage à plus de 300 points de vente dans plus de 20 villes du Burkina. Et voilà. 300 points de vente, c'était en quelle année? En 2015. Ah, dès 2015? 2015, ouais. Non, 20 points de vente en 2015 à 300 points de vente en fin 2017 déjà. D'accord. Voilà. Et combien de personnes concernées au niveau de la collecte? Au niveau de la collecte, on a pu structurer au fur et à mesure un réseau de 400 femmes qui font une collecte moyenne de 10 tonnes de chenilles par an. Et
Alors, pour la transformation. Je crois vous rencontrez une difficulté par rapport au cycle biologique de la chenille. Et effectivement, Jean-Marc, on rencontre une difficulté majeure au niveau du cycle de l'insecte. Comme je disais tantôt, c'est une espèce qui est saisonnière, qui a un seul cycle par an et qui se développe dans la nature. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pu domestiquer cet insecte-là. Et nous, le défi, c'est quoi? C'est qu'en matière de traçabilité même du produit, on a un problème. Parce que lorsque vous devez, par exemple, exporter un produit dont vous ne maîtrisez pas la matière première, on va vous demander de remplir des fiches de traçabilité que vous n'allez pas pouvoir remplir. Par exemple, qu'est-ce que vous avez donné à la chenille de la naissance jusqu'à ce qu'elle soit grande? On ne sait pas. Et on sait qu'elle mange des feuilles de qualité, mais est-ce que c'est seulement les feuilles de qualité qu'elle mange? Est-ce que la nuit, pendant qu'on est en train de dormir, elle ne part pas faire autre chose? Bon, c'est pour juste un peu exagérer, mais voilà, c'est autant de questions qu'on ne pourra pas répondre tant qu'on ne maîtrise pas les conditions du développement de l'insecte et qu'on n'arrive pas à le mettre dans un milieu où on contrôle tout ce qu'elle mange. Donc, c'est ce problème-là qu'on a, le problème lié à la traçabilité et le problème aussi de la saisonnalité. Mais ça fait un problème en même temps, la question de la sécurisation de la matière première. Et donc, ce qui nous a amené à initier des programmes de recherche depuis 2015 où on lève des fonds, généralement sous forme de subventions, pour pouvoir faire de la recherche, pour mettre en place des fermes d'élevage contrôlées en fait de chenilles de qualité et de criquets, à l'image de ce qui se fait par exemple avec les poulets aujourd'hui. Donc c'est notre ambition. Oui, alors dans votre entreprise, vous êtes obligé de tirer un peu des fils de différents côtés. Et tout à l'heure, on reparlera peut-être de la collecte et de la vente au Burkina, mais je vois que vous avez des partenariats de recherche avec qui vous avez pu, auprès de qui vous avez trouvé de l'aide. Alors, on a effectivement travaillé avec des partenaires de recherche pour pouvoir développer notre projet. Et on a travaillé avec des partenaires avec qui ça marchait, d'autres ça a moins bien marché. On a travaillé avec le département d'entomologie de l'université de Ouagadougou, par exemple, avec l'IRD aussi, et surtout avec l'INERA, la station Paracoba de Bobo-Dioulasso, où on est assez avancé sur l'élevage des chenilles de qualité. Avec la direction de la protection des végétaux et du confinement basée à Ouaga, on a travaillé essentiellement sur le criquet. Voilà. Et là, on a abouti justement à un protocole d'élevage de criquet déjà prêt, et on est en train de justement monter même la phase expérimentale. Avec l'objectif de faire une ferme. Exactement, avec l'objectif de produire des criquets dans un milieu contrôlé où on saura qu'est-ce qu'on leur donne le matin, à midi et le soir. Et combien de temps ça prendra pour qu'elles soient arrivées à maturité, et quelle quantité de criquets est-ce qu'on va récolter. Voilà, tous ces éléments-là, on les maîtrise et on est en train de faire ça. Voilà un peu ce que ça donne avec les partenaires de recherche. Et donc, vous avez donc une grosse activité de recherche-développement, mais ceci dit, pendant ce temps-là, vous continuez à avoir l'activité, disons, plus traditionnelle, mais qui est saisonnée, en septembre-octobre, hein, c'est ça, de ramassage et de collecte et de vente de chenilles. Alors, ça continue à fonctionner? Alors, il faut dire que sur ce point-là, ça a fonctionné jusqu'en octobre 2020 passé, et date à laquelle on a préféré mettre fin à la production, suspendre la production pour le moment, parce que tout simplement, à un moment donné, on s'est rendu compte que si on ne vise que le marché national, c'est comme si on était arrivé en fait au sommet, en fait. On était arrivé au plateau où on n'allait plus pouvoir développer davantage le marché national. Donc il fallait travailler sur le marché international. Et là, on était bien parti pour vraiment exporter nos produits à l'international. Et tout est arrêté avec la crise du corona. Oui. Parce que, bon, tous les contrats qu'on avait, en tout cas en ligne, en vue, ont été arrêtés parce que, bon, au début de la crise, on a tout de suite incriminé le pangolin, qui était un animal sauvage.
Et comme nous collectons dans la nature aussi nos chenilles, ça a dû prendre un coup. Les gens ont commencé à avoir de la méfiance du côté, bien sûr, de l'extérieur où on voulait exporter, de l'Europe surtout. Et donc, tous les contrats étaient mis en stand-by. Et tout de suite, on s'est dit, bon, peut-être que c'est l'occasion de se concentrer vraiment sur la recherche et que d'ici que la maladie prenne fin, c'est notre souhait, qu'on ait vraiment avancé sur la recherche et qu'on soit capable de proposer un produit complètement traçable à nos clients. Et ça va nous permettre de nous développer davantage. Donc, l'activité de collecte est arrêtée depuis octobre passé. Et on va reprendre cette activité de récolte traditionnelle lorsqu'on sera en mesure de vraiment élever aussi en parallèle les chenilles et les criquets. Voilà. Vous visez une production régulière dans l'année? Voilà, notre objectif effectivement, c'est de faire une production assez régulière dans l'année, parce qu'un seul cycle par an, même du point de vue économique, c'est un peu difficile parce qu'il faut stocker beaucoup de matière pour pouvoir produire. Et ça aussi, ça fait des immobilisations de fonds, c'est pas évident. Voilà, de pouvoir travailler comme ça sur le long terme en tout cas. Et donc notre souhait, c'est vraiment maîtriser notre matière première et produire quand on veut, comme on veut. Surtout avoir des produits de qualité et des produits traçables. Vous faites vraiment beaucoup de travail d'innovation et vous n'avez pas pu financer tout ça uniquement à travers la rentabilité de l'entreprise, si je comprends bien, parce que en fait, vous êtes en train d'ouvrir des voies pour l'avenir. Hein. Comment vous avez pu financer ces travaux d'entreprise pendant ces années-là? Effectivement, il y a un gros travail de recherche qui est en train d'être fait, qui se fait depuis 2015. Et évidemment, ce n'est pas avec les bénéfices de l'entreprise qu'on arrive à financer ce travail-là. C'est à travers des subventions que nous cherchons à gauche, à droite. Nous avons notamment bénéficié d'un programme de Grand Challenge Canada pour relever les défis liés à l'élevage de la chenille en 2015. Et après, nous avons eu aussi d'autres subventions, comme celle de la France s'engage au Sud, où on a pu bénéficier d'un soutien financier assez conséquent qui nous a permis de soutenir cette activité de recherche. Il y a bien d'autres appuis que nous avons eus, que ce soit à travers de la formation ou en tout cas l'accompagnement à travers la mise à disposition des ressources humaines pour pouvoir nous aider dans cette activité de recherche-là. Est-ce que les banques privées se sont risquées sur le secteur ou pas? Les banques privées ne se sont pas vraiment risquées sur le secteur. Par contre, nous avons eu quelques structures de microfinance qui nous ont aussi accompagnés, surtout avec des prêts de campagne, pour permettre de financer la collecte, l'achat de chenilles pendant la période. Et comme je le disais tantôt, il faut payer beaucoup de chenilles pour pouvoir transformer tout le long de l'année. Et donc si vous ne payez pas à temps, pendant ce laps de temps, entre août et septembre, eh bien vous n'allez pas avoir de la matière première de qualité pour pouvoir assurer la production tout au long de l'année. Donc on a eu l'accompagnement de quelques structures de microfinance pour faire ça. Au début de l'entretien, vous nous avez dit que votre rêve, c'était l'autosuffisance alimentaire en 2040. Mais vous avez aussi dit plus tard que le marché national n'était pas suffisant pour développer une activité. Comment vous réconciliez ces points? Parce qu'il y aura beaucoup de monde en 2040, la population aura doublé. Et j'imagine que vous espérez qu'il y aura un grand débouché quand même pour ces productions de criquets et de chenilles. Merci Jean-Marc, c'est une question très très intéressante. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, si le marché national n'est pas aussi développé, c'est parce que tout le monde ne consomme pas les chenilles. Tout le monde ne consomme pas les insectes. Et pour nous, la meilleure façon d'amener les gens à croire aux produits, c'est si on arrive à développer, à montrer que les chenilles se consomment même au-delà du Burkina. Les gens ici ont plus confiance. Lorsque un produit est international, un produit est reconnu un peu partout, ils prennent conscience et ils se disent, bon, tiens, c'est sûrement un bon produit, voilà pourquoi. Et ils vont commencer à s'engager à mieux valoriser les ressources dont ils disposent localement, mais voilà, qu'on néglige.
Aujourd'hui, si l'Afrique n'est pas encore autosuffisante, je me dis que c'est en partie parce que les gens sous-exploitent certaines ressources. Et pour nous, l'idée, c'est d'envoyer vraiment un message fort pour que les insectes soient considérés par les Africains, par les populations du Sahel comme l'alimentation de demain, l'alimentation du futur. Et faire ce travail-là est important pour pouvoir les rassurer. Très bien, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Mais ceci dit, je pense qu'en France, c'est un petit peu les mêmes sujets. Et on a besoin d'être rassuré par l'international. Voilà. Donc, merci bien, je vous en prie. Voilà. Merci. Je vous en prie, Jean-Marc. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sahélien-Sahélienne 2040 du campus de l'Agence française de développement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais en fait, qu'est-ce que le programme Sahélien-Sahélienne 2040 ? Le programme Sahélien-Sahélienne 2040 est porté par le campus de l'Agence française de développement, parrainé par l'écrivain Felwine Sarr, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, l'école doctorale des ateliers de la pensée, l'Inter-Réseau développement rural et l'Agence Conseil Zeidé. Il rassemble une communauté d'actrices et d'acteurs du changement sahéliens qui ont l'envie de construire un nouveau récit collectif souhaitable pour leur région et d'agir ensemble pour qu'il se réalise. Pour découvrir le profil des personnalités inspirantes du programme Sahélien-Sahélienne 2040 et tous les épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt!